Bonjour à toutes et à tous. Nous allons traiter de l'automne du Moyen Âge dans cette vidéo, c'est-à-dire la fin du Moyen Âge, 14e et 15e siècle. Vous avez déjà dû voir l'automne du Moyen Âge à propos de la poésie, et là, dans cette capsule vidéo, nous traiterons des autres formes littéraires qui émergent à la fin du Moyen Âge. Je vous propose de commencer par le contexte historique de la fin du Moyen Âge, marqué par la guerre de Cent Ans, puis de voir deux genres littéraires liés à la guerre de Cent Ans, donc les chroniques et le roman de Mélusine de Jean d'Arras, et enfin nous terminerons par du théâtre avec la farce de Maître Patelin qui reflète les changements de la société au sortir de la guerre de Cent Ans. Allez, on commence avec le contexte historique des 14e et 15e siècles, donc la guerre de Cent Ans. Ne prenez pas peur, surtout devant cette diapositive très exhaustive, restez bien avec moi. En fait, je vous ai mis des détails pour si ça vous intéresse de regarder de plus près. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce que j'ai surligné en jaune, donc que c'est une période de difficultés économiques. On a notamment la peste noire qui survient au milieu du XIVe siècle, dans ce contexte troublé. Et puis, c'est aussi à ce moment-là, donc en 1337, que débute la guerre de Cent Ans qui oppose les chevaliers français aux chevaliers anglais. Ce qui m'intéresse surtout dans cette guerre de Cent Ans, c'est que, en fait, elle se double à la fin du XIVe siècle d'une guerre civile en France qui va opposer les Armagnacs, donc de la famille du roi de France, aux Bourguignons, donc le royaume de Bourgogne étant en train de devenir très important. Et donc, ce royaume de Bourgogne vient s'opposer, ou en tout cas faire concurrence, au royaume du roi de France, puisque vous vous souvenez que le royaume de France n'est pas encore très établi, il commence à s'établir pendant le Moyen Âge. Et donc, il y a la guerre de Cent Ans, mais il y a aussi une guerre civile sur le sol français entre la famille du roi de France, les Armagnacs, et puis les Bourguignons qui vont vouloir eux aussi prendre le pouvoir. Et pour cela, ils vont s'allier évidemment aux ennemis de la France, les Anglais, pour pouvoir plus facilement prendre le trône. Donc on retient bien qu'au XIVe siècle commence la guerre de Cent Ans et que sur cette guerre de Cent Ans s'ajoute la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Au XVe siècle, la guerre de Cent Ans reprend, il y avait eu une trêve signée par des succès français, notamment le chevalier du Guesclin, qui avait permis une trêve de la guerre de Cent Ans. Au XVe siècle, les hostilités reprennent, et toujours sur fond de guerre civile, puisque les États bourguignons s'allient avec les Anglais contre le roi de France. C'est dans ce contexte, donc au début du XVe siècle, que va apparaître la figure que vous connaissez de Jeanne d'Arc, qui va emmener le dauphin, donc le jeune dauphin, le futur roi de France Charles VII, qui s'est réfugié au sud de la Loire pour échapper aux Bourguignons et aux Anglais. Elle va l'emmener se faire sacrer roi à Reims. Et puis ensuite, elle échoue aux portes de Paris, donc elle va pas pouvoir reprendre la ville de Paris, et c'est là qu'elle va être brûlée. Finalement, Charles VII parvient à reprendre Paris, et c'est ainsi que la guerre de Cent Ans s'achève, donc en 1453, au milieu du XVe siècle. Et on dit souvent que la fin de cette guerre de Cent Ans marque aussi la fin du Moyen Âge. Alors la guerre de Cent Ans va surtout nous intéresser d'un point de vue littéraire, puisqu'en parallèle de ces événements historiques émerge un genre qui s'appelle donc les chroniques, et qui vont raconter les événements liés à la guerre de Cent Ans. Alors le genre des chroniques n'est pas un genre nouveau, puisqu'il existe déjà au début du Moyen Âge, mais à la fin du Moyen Âge, donc à partir du XIVe siècle, du milieu du XIVe siècle, ce genre, les chroniqueurs, vont surtout s'intéresser à la guerre de Cent Ans. Alors on peut définir les chroniques comme un genre littéraire, donc qui fait le récit de faits historiques, dans un souci de vérité et de précision, donc avec beaucoup de détails. Mais surtout, les chroniques font l'éloge de la société chevaleresque. Donc les chroniqueurs ne vont pas raconter seulement les événements historiques de la guerre de Cent Ans, ils le font dans un but bien précis, celui de célébrer les exploits de la classe chevaleresque et de raviver l'idéal de prouesse, un peu en berne,
à la fin du Moyen-Âge, puisque la classe des chevaliers est de plus en plus critiquée. Alors, on a des exemples de chroniques de la guerre de Cent Ans, notamment les chroniques de Jean le Bel. Je passe un peu. Le titre de ces chroniques est très long, ce qui montre son souci d'exhaustivité. Vous voyez, je l'ai mis sur la diapositive. On a aussi d'autres chroniques qui sont celles de Froissart et qui occupent pas moins de 15 volumes. Donc là, on voit bien le souci d'exhaustivité et de précision du chroniqueur. Et il va raconter, lui, toute la guerre de Cent Ans. Alors, c'est intéressant de voir que quand il commande ses chroniques, il dit les avoir écrites. Donc, c'est ce que j'ai écrit sur la diapositive. Vous pouvez suivre avec moi. Il les a écrites en cherchant à obtenir la vraie information, tant auprès des chevaliers et écuyers qu'auprès des héros, H et R-A-U-T, donc les officiers qui vont proclamer pour le compte du roi des nouvelles officielles. Donc il dit avoir croisé ses sources, Froissart dit avoir croisé ses sources pour écrire ses chroniques. Il dit aussi qu'il les a écrites dans le but de garder le souvenir exemplaire de ces grands et merveilleux faits d'armes, donc dans l'idée qu'il assiste à quelque chose d'exceptionnel. Et puis, ces chroniques sont destinées à tous ceux qui veulent manier les armes et pour qu'ils puissent y trouver des exemples. Donc on a non seulement l'éloge des chevaliers, mais aussi l'invitation à poursuivre les exploits des chevaliers pour tous les lecteurs des chroniques. L'autre genre littéraire intéressant pour son rapport avec la guerre de Cent Ans, c'est celui du roman, ce qu'on appelle le roman des origines. On a par exemple le roman de Mélusine de Jean d'Arras, qui en 1392 appartient à ce genre littéraire du roman des origines. Alors le roman des origines peut se définir comme un genre littéraire qui veut retracer l'origine plus ou moins fabuleuse d'une lignée, d'un royaume ou d'un grand personnage pour en faire l'éloge. Alors Jean d'Arras reçoit une commande du duc Jean de Berry, parce que Jean de Berry s'est particulièrement illustré dans une bataille contre les Anglais en France et qu'il a réussi à reprendre aux Anglais la forteresse de Lusignan. Donc il va demander à Jean d'Arras d'écrire la lignée fabuleuse des Lusignans autour d'une légende déjà connue, celle de Mélusine. Alors qui est Mélusine ? Mélusine, c'est une fée qui s'est unie à Raymondin, donc c'est une origine légendaire, et Raymondin a perdu Mélusine parce qu'il l'a vue, malgré son interdiction, se baigner, alors qu'elle était métamorphosée en serpent. Et de cette union entre la fée Mélusine et Raymondin naît la lignée des Lusignans, et c'est ce que raconte le roman de Jean d'Arras, comme si les fils... Je vous propose de lire un extrait du roman de Mélusine, donc le prologue de Jean d'Arras. En toute chose commencée, on doit appeler le Créateur des créatures, qui est maître de toutes les choses faites, et à faire, qui doivent tendre à la perfection de bien, et les autres parvenir selon les vices des créatures. Et pour ceux au commencement de cette histoire, je, connaissant que je ne suis pas digne de lui requérir, supplie à sa haute dignité que cette histoire je puisse achever à sa gloire et louange et au plaisir de mon Très-Haut, puissant et redouté, Seigneur Jehan, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou et d'Auvergne, laquelle histoire j'ai commencé selon les vrais chroniquez que j'ai trouvés, tant de lui comme du comte de Salberry en Angleterre, et plusieurs livres qui ont été trouvés par ceux que sa noble sœur Marie, fille de Jehan, roi de France, duchesse de Bar, marquise du Pont, avait supplié d'avoir la dite histoire à mon dessus dit seigneur, son très cher et aimé frère, lequel a tant fait qu'il en a su au plus près de la droite vérité qu'il a pu, et m'en a commandé à faire le traité de l'histoire, qui ci-après s'ensuit, et je commencerai de cœur diligent. Alors, sur la diapositive suivante, vous trouverez la traduction en français moderne.
Mais ce qui m'intéresse dans ce prologue, donc c'est toujours l'importance des prologues où l'écrivain se confie à la protection d'un grand. Et là, donc, c'est bien le duc de Berry, vous voyez en bleu, où il fait l'éloge du duc de Berry, donc la gloire, la louange, le très haut, le puissant, donc avec tous ces titres honorifiques qu'il lui donne. Et c'est aussi un moyen, lui, de rehausser son statut de conteur, puisque, comme il écrit sous la protection d'un grand, lui-même est digne d'écrire cela. Donc c'est une façon aussi de se légitimer. Et en rouge, je vous ai surligné l'idée que de vérité du récit, il a fait son récit selon des vraies chroniques. Donc des chroniques, donc sûrement des chroniques liées peut-être à la guerre de 100 ans, mais surtout c'est une manière de se référer d'autres écrits légendaires pour s'inscrire dans une lignée littéraire. Donc c'est moins la vérité qui nous intéresse ici que le fait qu'il montre qu'il s'inscrit dans une légende littéraire connue de tous. Donc pour finir sur l'automne du Moyen-Âge, un peu de théâtre avec la farce de Maître Patelin qui date de 1464. Donc le théâtre au sortir de la guerre de 100 ans connaît une mutation puisque même si déjà dans le théâtre religieux et profane on avait des scènes comiques et destinées à faire rire le public, on n'avait pas encore de forme entièrement comique, et c'est le cas avec la farce et la sotie qui émergent à la fin, dans la deuxième moitié du XVe siècle. Alors, c'est la sotie, comme son nom l'indique, met en scène des sots, donc des personnages fous qui vont être tout de même porteurs d'une vérité ou d'une réflexion philosophique. Et la farce trouve son origine dans la sotie. Elle met en scène, elle aussi, des personnages typés issus du peuple, donc un mari trompé, la femme rusée, l'amant. Mais aussi, elle met en scène un nouveau personnage particulier, le naïf, donc le candide, qui va, par sa naïveté et son innocence, interroger les codes sociaux en vogue pour les miner de l'intérieur et faire éclater les conventions. Donc la farce est une forme comique destinée à faire rire, mais elle a aussi une visée critique, donc critique sociale, interrogation sérieuse sur le temps, sur les mœurs. Et son thème récurrent, c'est bien sûr les infortunes de la vie conjugale. Alors, ce qui est intéressant dans la farce de Maître Patelin, c'est que c'est une farce particulière, donc plus complexe. Les personnages vont avoir une psychologie plus développée, ça va être des personnages plus fouillés. Et il y a un critique, donc Jean Dufournais, qui montre que c'est une pièce de théâtre qui interroge en particulier l'instabilité du langage. Donc Maître Patelin est un avocat, donc celui qui maîtrise normalement l'art de la parole, et pourtant le dernier mot de la pièce est une onomatopée B, comme si le langage, dans cette fin du Moyen-Âge, était devenu instable, alors qu'on a vu avec l'art de l'allégorie une certaine confiance dans le langage, dans son lien avec les choses du monde et sa capacité à les exprimer ou à les refléter. Et cette pièce, justement, viendrait interroger cette stabilité du langage et peut-être la remettre en question. Donc je cite Jean Dufournais à propos de cette pièce. Donc pour lui, elle est particulièrement représentative d'une période, donc le règne de Louis XI, où des changements profonds dans les mœurs et les mentalités remettent tout en question, les idéaux du Moyen-Âge, les limites du monde connu, la stabilité du langage. Alors, Maître Patelin est un avocat qui ne peut pas vivre de son métier, donc qui est miséreux, mais il est rusé, et comme sa femme Guillemette souhaite avoir des habits puisqu'ils sont tous troués,
il va flatter un drapier, Guillaume, et obtenir de lui un drap sans payer. Donc Maître Patelin va devoir s'expliquer lors d'un procès injuste, et puis il sera berné à son tour par un berger qu'on croyait stupide. Donc on voit comment les jeux de retournement se font dans la farce, où l'arroseur se trouve arrosé, mais aussi plus sérieusement, où en fait l'avocat qui est maître de la parole est lui-même victime d'un procès et ne peut pas se défendre contre un adversaire pourtant stupide. Donc là aussi, on voit dans ce retournement de situation l'interrogation sur le langage dont parle le critique Jean Dufournet. Donc voyons pour commencer la première scène qui se déroule chez Patelin avec sa femme Guillemette qui se plaint de leur misère. Guillemette. Nous mourons de fine famine, nos robes ne sont plus qu'étamines. Rèse. Et ne pouvons savoir comment nous en puissions avoir. Et que nous vaut votre science? Patelin. Taisez-vous. Par ma conscience, si je veux mon sens éprouver, je saurais bien où en trouver des robes et des chaperons. S'il est ce qu'on vient que je m'applique à bouter avant ma pratique, on ne saura trouver mon père. Guillemette. Par Saint-Jacques, nom de tromper, vous en êtes un fin droit maître. Patelin. Par celui Dieu qui me fit naître, mais de droite avocasserie. Guillemette. Par ma foi, mais de tromperie. Donc dans cette scène d'exposition, on a, donc c'est ce que j'ai surligné en jaune, l'exposition de l'intrigue, donc le fait que la science de l'avocat ne rapporte pas d'argent au foyer, et que nous vaut votre science. Et justement, dans ce jeu de mots sur valoir, que nous vaut, est-ce qu'elle rapporte de l'argent, est-ce qu'elle vaut de l'argent, cette science de l'avocat, Patelin va complètement retourner les choses en lui disant, je vais te montrer ce que vaut ma science, en m'appliquant, et puis quand il dit on ne saura trouver mon père, ça veut dire que personne ne pourra m'égaler. Donc il va justement mettre sa science en pratique pour leur rapporter de l'argent, mais pas en exerçant en tant qu'avocat, mais en trompant un drapier pour qu'il puisse avoir du tissu. La deuxième chose qui me semble intéressante dans cette scène d'exposition, c'est la définition du type de l'avocat trompeur, autour de tout un jeu de mots sur la pratique, l'art du maître, de la rhétorique de l'avocat, qui en fait n'est que l'art de tromper. Donc il y a tout un jeu comique sur la figure de l'avocat trompeur, et ce comique est notamment visible par la rime entre avocasserie et tromperie, qui justement relie les deux autour du type de l'avocat trompeur. Donc autre extrait de la farce de Maître Patelin, la fameuse scène du drapier. Donc Patelin se rend ensuite chez le drapier Guillaume et tente d'obtenir du drap sans payer, ce qu'il parvient à faire à force de flatterie. Pour complimenter le drapier, il lui fait croire qu'il connaissait son père. Alors, Patelin. Onc enfant ne ressembla mieux à père. C'est lui tout poché. Car enfin, vous eût-on craché, tous les deux contre la paroi d'un seul coup et d'un seul arroi, vous ne seriez pas plus semblables. Plus je vous vois, par Dieu le Père, vous voici, voilà le Père. Quel vaillant bachelier c'était, le bon prud'homme, et qui prêtait ses denrées à qui voulait. Dieu lui pardonne, il me saoulait toujours de si bon cœur sourire. Plût à Jésus-Christ que le pire de ce monde lui ressemblât, car on ne se volerait pas les uns les autres comme on fait. Il prend une étoffe et la manie. Comme voici un drap bien fait, qu'il est moelleux et doux et souple. Alors dans cette scène de flatterie et de compliments, j'ai surligné des éléments qui me semblent importants pour vous aider à lire cette tirade de Patelin. Donc d'abord la rhétorique de Patelin l'avocat, qui insiste sur la ressemblance entre le fils, donc le drapier, et son soi-disant père que Patelin aurait connu. Donc jamais un enfant ne ressemble mieux à son père, c'est lui tout craché, vous voici, voilà le père, voilà votre père, avec un espèce de chiasme entre voici, voilà, vous, votre père, qui montre bien le lien de ressemblance qui existe entre les deux.
Ensuite, on a l'éloge du père que Patelin fait, donc que c'était un bon prud'homme, que bien sûr il donnait à Patelin en toute confiance qu'il voulait, qu'il s'aimait beaucoup, qu'il me saoulait toujours de si bon cœur sourire, donc me saoulait, c'est j'avais l'habitude, je souriais toujours de si bon cœur à cet homme. Donc à travers l'amitié que Patelin s'invente avec le père du drapier, bien sûr, puisqu'il a insisté avant sur la ressemblance, il veut s'attirer aussi l'amitié du fils. On a aussi des références religieuses, par Dieu le Père, se voler les uns les autres, donc qui est une réécriture de ce que dit Jésus, crie dans la Bible, s'aimer les uns les autres, donc du commandement du Christ, et donc qui fait partie de la rhétorique de l'avocat, puisqu'il est un bon chrétien, il fait des références précises à la religion catholique, c'est donc qu'il est digne de confiance. Donc tout ça fait partie de la rhétorique de Patelin. Et bien sûr, ces références religieuses ont aussi un aspect comique pour le spectateur qui voit clair dans le jeu de Patelin. Donc ça crée aussi une connivence avec le spectateur contre le drapier Dupé. On a bien sûr dans cette scène un comique de mots, surtout tout le tableau de la naissance, quand vous craché, vous êtes le portrait craché, et donc il mime, il prend au pied de la lettre le mot craché, et comme si le peintre pouvait les projeter tous les deux sur une paroi, donc on a quand même de la violence derrière ce comique de mots sur le portrait tout craché des deux, du père et du fils. Et puis un comique de geste, puisqu'en même temps qu'il est en train de flatter sa cible, il manie le drap, donc on voit là, le spectateur en tout cas, voit très clair dans le jeu de Patelin et voit bien que le but de son éloge est en fait de subtiliser du drap.